qui sont des mesures d'éradication, de dépeuplement. On n'a aucune considération pour les impacts de ce qui est imposé sur l'humain, sur l'animal et sur les écosystèmes plus largement. Toutes ces mesures-là font pas du tout sens en fait. Finalement, c'est comme s'il était tout le temps risqué pour une population donnée, qu'elle soit une population humaine ou une population d'animaux domestiques. C'est hyper risqué d'être en contact avec le reste du vivant, quoi. L'élevage paysan est vraiment dans cette recherche d'équilibre en fait entre le troupeau et son milieu, et du coup d'avoir un troupeau en santé en fait pour avoir le moins possible de maladies à soigner, et ce qui est complètement en opposition avec cette approche réactionnaire court-termiste qui ne va jamais prendre en considération les facteurs qui fragilisent les animaux en fait. On va chercher très rapidement à éradiquer une maladie qui arrive sur le sol français, une maladie que la France ne connaissait pas, pour éviter des catastrophes dans des systèmes d'élevage qui sont ultra fragiles, quoi. Au-delà de ça, on vient impacter tout le travail qui est fait justement sur ces troupeaux pour que les animaux aient le moins besoin d'appui médicamenteux pour leur santé. C'est des troupeaux sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et ça représente des atteintes qui sont hyper lourdes, hyper sévères et répétées à l'agriculture paysanne, qui est par définition celle qui prend soin du territoire dans lequel elle se développe, quoi. Comme moi, vous avez sûrement entendu parler de la DNC ou dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie qui est arrivée en France métropolitaine le 29 juin 2025. Vous avez sûrement, surtout, entendu parler de la manière dont elle est gérée par les autorités et mise en application de manière très violente par les forces de l'ordre dans les élevages. J'ai été profondément choquée par l'abattage massif des troupeaux qui exprimait les symptômes d'une maladie qui est loin d'être aussi grave que ce que diffusent les médias de masse. Les troupeaux abattus étaient en train de construire une immunité à vie. J'ai été choquée par la violence inouïe déployée pour vacciner les animaux, avec des drones thermiques et des pistolets. Vaccination qui n'est pas si efficace que ce que les médias le proclament, puisque 190 animaux abattus avaient été vaccinés. Cette violence envers les animaux est ressentie par les paysans et paysannes qui en sont les gardiens. Elle touche l'ensemble du vivant qui vit dans les agroécosystèmes. Vous l'aurez sûrement décelé dans cette intro. Ces 2 épisodes seront un peu moins positifs que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais l'agroécologie ne pourra pas se déployer si nous ne luttons pas toutes et tous ensemble contre celles et ceux qui veulent détruire la paysannerie, détruire la terre, parce qu'ils ont tout simplement perdu le lien. J'ai donc souhaité donner la parole à Myriam et Arnaud, que j'ai rencontrés lors d'un événement, 2 personnes qui, de par leurs échanges avec des paysans qui vivent dans leur chair cette violence, ont été, comme moi, d'abord sidérés par la situation, puis ont souhaité approfondir le sujet. Dans la première partie, j'échange avec Myriam, qui repositionne cette maladie dans le contexte agricole, politique et sanitaire en France et le contexte global, et donne des clés pour comprendre comment cette maladie pourrait être gérée dans une perspective d'agroécologie. Dans la deuxième partie, nous verrons avec Arnaud ce qu'est concrètement la DNC, quels sont ses symptômes, son degré de gravité en fonction de l'environnement dans lequel vivent les animaux et comment les animaux guérissent et s'immunisent. Ce dialogue sera aussi l'occasion d'explorer les pistes d'action pour les mangeurs et mangeuses que nous sommes, que nous mangions des produits animaux ou non, dans un contexte où la gestion de cette maladie est, il faut le dire, totalitaire. À leur demande, j'ai changé les prénoms et les voix de ces 2 personnes. Comme d'habitude, si cet épisode a changé quelque chose en vous, qu'il a nourri votre compréhension du monde vivant et donc du monde paysan, je vous invite à me laisser un commentaire, à diffuser cet épisode un maximum autour de vous et à me faire un don pour me permettre de continuer à réaliser un travail totalement indépendant. Vous êtes aujourd'hui 25 à me soutenir mensuellement. Doubler ce chiffre me permettra de pouvoir continuer à faire des reportages en toute sérénité.
J'en profite pour remercier sincèrement les dernières personnes qui m'ont fait un don, Quentin, Guillaume et Cécile. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Myriam. Bonjour Myriam, j'avais envie d'échanger avec toi et avec Arnaud de la DNC et de ce que cette maladie dit de notre rapport au vivant, de notre rapport à la paysannerie, à l'élevage, des dérives de notre société. J'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux comment le gouvernement impose la vaccination ou l'abattage d'animaux de troupeaux qui sont quasiment tous sains, et l'aberration du déploiement de CRS dans certaines fermes, où parfois les CRS sont plus nombreux que les vaches à vacciner. Et la dissonance entre cette situation-là et ce qui se passe dans les nombreuses fermes que je visite en agroécologie, tous les paysans, paysannes, éleveuses, éleveurs qui vraiment soignent leurs animaux et ont des animaux très sains, et même parfois les fermes qui ne sont pas en agroécologie, où les animaux, enfin des fermes qui sont moins engagées dans l'agroécologie mais qui ont des animaux en pâturage, parfois c'est des fermes qui ne sont pas en bio, et les animaux vont bien, et les éleveurs ont vraiment un grand soin pour ces animaux. Et j'avais envie qu'on discute donc avec toi, Myriam, et puis avec Arnaud, donc deux citoyens, citoyennes qui sont vraiment informés, qui ont beaucoup cheminé dans des fermes. Vous m'avez proposé en fait de partager votre regard sur la situation dans un podcast. Et donc j'ai répondu oui à cet appel. Et on peut commencer par ce que tu me partageais tout à l'heure hors micro. Tu me discutais récemment avec des éleveurs et éleveuses de chèvres, et ils t'ont partagé un peu leur vision de la situation. Est-ce que tu peux me partager ça ? Oui, alors effectivement, sur ces échanges donc avec des éleveurs de chèvres et des éleveurs et des éleveuses de chèvres et de brebis qui sont du coup pas directement concernés par cette maladie, il y a quand même, autour de ça énormément d'incompréhension finalement, de ces mesures qui sont mises en place, qui ont été mises en place sur la DNC, qui, sont extrêmement violentes, donc perçues de manière extrêmement violente, envers, à la fois, les animaux eux-mêmes et plus largement les éleveurs, les éleveuses et l'agriculture, paysanne, généralement, en tout cas les fermes d'élevage paysan, que je peux côtoyer, le vivent avec énormément de violence. Effectivement, comme tu le disais, c'est des fermes où on va, travailler avec le vivant, en tout cas où on essaye de travailler avec le vivant, et où ces mesures, qui sont des mesures d'éradication, de dépeuplement, où, on va prôner, des désinsectisations, où on n'a aucune considération pour les impacts, de ce qui est imposé sur, l'humain, sur l'animal et sur les écosystèmes plus largement. Toutes ces mesures-là, font pas du tout sens en fait, pour les personnes avec qui j'ai pu en discuter, et il y a ce sentiment aussi de même si on n'est pas directement concerné, au final, on sait que possiblement, ça peut arriver sur d'autres types d'élevage. C'est déjà arrivé avec d'autres maladies, et donc c'est des choses qui inquiètent énormément, et qui vont à contresens de ce que peuvent faire, ces éleveurs et ces éleveuses, sur leur ferme. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et du coup, est-ce que, de par ton expérience, ces échanges avec des paysans et des paysannes, tu peux nous dire si ça s'est déjà passé? Est-ce que la manière dont est gérée la dermatose nodulaire contagieuse, en fait, est similaire à la gestion d'autres maladies par le passé, la grippe aviaire par exemple, ou autre?
Alors, on peut faire plein de parallèles effectivement entre, ce qui s'est passé avec la dermatose nodulaire contagieuse et puis, d'autres maladies, soit animales, soit humaines et actuellement, on nous vend, du One Health, donc une seule santé, un peu à toutes les sauces. Il y a eu un gros, sommet, récemment, à Lyon et on a l'impression que, enfin, malgré le fait qu'on parle de travailler, sur à la fois la santé des humains, la santé des animaux et la santé des écosystèmes, au final, on reste quand même sur des approches, qui sont des approches, alors je vais citer, Camille Beson qui est une médecin, épidémiologiste et qui travaille sur les liens entre l'émergence des maladies infectieuses et les évolutions des socio-écosystèmes et elle décrit vraiment en médecine humaine, hein, une conception antibiotique de la santé. C'est-à-dire, vraiment littéralement contre le vivant et je trouve que c'est hyper parlant. Avec des déploiements de mesures sanitaires, biosécuritaires, technoscientifiques, hein, parce qu'on va très, très loin, dans les mesures qui sont prises et qui sont exactement ce qui a été, déployé alors pour certaines, épidémies ou pandémies humaines, mais aussi dans la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse, dans la peste porcine et cetera et où on est vraiment sur des approches qui sont hyper réactionnistes, c'est-à-dire que, on est dans l'urgence, et qui sont, aussi hyper court-termistes. C'est pas des mesures qui vont, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on induit ou qu'est-ce qu'on implique à moyen et long terme, mais vraiment qui sont dans la réaction, dans l'instant, et qui vont avoir énormément de conséquences dont en fait, on se soucie pas quoi, enfin ou en tout cas des conséquences qu'on prend pas en considération Mmh. et c'est vraiment cette, façon, en fait, finalement, c'est comme s'il était tout le Ouais. temps risqué pour une population donnée, qu'elle soit une population humaine ou une population, d'animaux domestiques, d'être en enfin le c'est hyper risqué d'être en contact avec le reste du vivant, quoi. On en parlait, hors micro avec la grippe aviaire, bah, voilà, c'est des mesures d'isolement, qui sont parfois, qui posent un peu question parfois parce que le fait de mettre des filets par exemple, Mmh. va pas limiter, les contagions par les fientes d'oiseaux sauvages. Voilà, le fait toujours aussi accuser la faune sauvage, de transporter des maladies, accuser un élevage, qui aurait été le premier foyer, et cetera. Enfin voilà et toujours on a ce risque qui est pointé, d'être en contact avec le reste du vivant en fait, avec la communauté biotique. Donc tous les êtres vivants, y compris Mmh. microbes, virus, parasites, bactéries et cetera et qui font, enfin qui font partie du vivant et qui font aussi, d'ailleurs partie de ce que l'on est puisqu'on sait à l'heure actuelle qu'on est, énormément, enfin on est constitué, de bactéries, plus que de cellules en tout cas pour les humains donc voilà, c'est vraiment ces mesures de blocage alors, avec des termes, éradication, désinsectisation, dépeuplement et cetera, c'est la guerre quoi, c'est la guerre contre le vivant quoi. Mmh. C'est alors certains vétérinaires, conventionnels dont j'ai pu lire, les écrits ou écouter les témoignages sur YouTube, à la radio, disent qu'il faut pas dénigrer, faut pas enfin, en fait, c'est important de regarder le passé, les épidémies qui ont fait des centaines, des milliers de morts, heu et heu et quand même, heu honorer les évolutions de la médecine, mais qui est allée beaucoup trop loin. Donc est-ce que tu penses que c'est possible de soigner les humains, les animaux d'élevage, d'une manière qui soit un tandem entre les évolutions de notre médecine qui ont permis quand même qu'aujourd'hui, ma mère par exemple, je ne serais pas là puisque ma mère a eu une maladie grave qui a été soignée grâce à l'évolution de la médecine, et puis en même temps, le bon sens où on n'éradique pas tout, on n'est pas dans l'antibiotisme, comme tu dis. C'est possible de trouver un équilibre. Et ben, il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est, typiquement ce qu'essaye de faire, l'agroécologie.
où on utilise, alors on n'est pas vraiment, directement sur la santé, mais on utilise, ce que peut amener de bon, la recherche scientifique sur, les connaissances sur la vie du sol, les interactions dans le vivant, pour faire fonctionner, des agroécosystèmes, en fait. Et finalement, en élevage paysan, il va y avoir aussi cette recherche de, cohérence et d'adaptation du troupeau avec l'environnement dans lequel il peut, vivre, pâturer, se nourrir et cetera. C'est toute une construction avec, et aussi la possibilité de bénéficier de l'action, d'un antibiotique quand on en a besoin, d'un vaccin, d'urgence, sur, une maladie qui toucherait un troupeau qui n'est pas immunisé, contre cette maladie. Donc il y a possibilité je pense, hein, de vraiment concilier ces différentes approches. Pour moi, l'élevage paysan, est vraiment dans cette recherche de, solutions et d'équilibre, en fait, entre le troupeau et son milieu, et du coup, d'avoir vraiment une action globale, sur la santé des animaux, d'avoir un troupeau en santé, en fait, pour avoir le moins possible de maladies à soigner, et ce qui est complètement en opposition avec cette approche, hem, réactionnaire court-termiste dont on parlait tout à l'heure, qui ne va jamais prendre en considération les facteurs, qui fragilisent les animaux, en fait. On l'a vu aussi, dans, la dernière, pandémie qui a touché, l'espèce humaine, hein, le fait qu'il y ait des facteurs de comorbidité qui fassent que, il y avait des gens, qui étaient beaucoup plus sensibles au virus qui était en circulation. Ça a été, étudié et montré, maintes et maintes fois. Et il y a vraiment ces choses aussi, dans, l'agriculture, et en élevage, il y a des facteurs qui fragilisent les animaux, qui fragilisent les troupeaux, qui fragilisent les écosystèmes, et si on les prend pas en compte, bah, en fait, on tourne en rond. Effectivement, on est toujours dans une approche hyper court-termiste, quoi. Enfin, ça me fait penser à cette fameuse phrase de notre ministre en 2020 ou 2021 qui disait c'est le confinement qui favorise la propagation du virus. Il y avait cette vidéo qui circulait sur tous les réseaux parce qu'il l'a dit lui-même, Bah, bien sûr. que le confinement favorisait la propagation des virus. Les volailles dans un bâtiment, c'est une bombe de germes. Et la gravité, et en fait, la FAO dit, donc je cite, que en plus d'être très peu contagieuse, donc on verra ça dans la deuxième partie avec Arnaud, la gravité des symptômes de la DNC semble très liée aux conditions d'élevage, et peu d'animaux finalement manifestent des symptômes, elle est peu pathogène, donc c'est une maladie qui n'est pas si grave que ça. Elle est impressionnante. Donc ça, pareil, on le verra avec Arnaud, elle est impressionnante au niveau des symptômes. Et du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce que ça dit de nos politiques, ou des personnes qui décident ça, de leur vision du vivant? Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils sont tenus par les cordons de la bourse? Ou est-ce que c'est un peu des deux? On peut quand même considérer que lorsqu'on est toujours sur ces approches, biosécuritaires, qui prétendent protéger l'élevage français et qui finalement sont au service plutôt de sa forme dominante, c'est-à-dire l'agriculture intensive, hein. Bah, globalement, quand on est sur ce type d'approche, oui, ça vient questionner, ce qu'il peut y avoir derrière comme intérêt économique et comme, système d'élevage qu'on veut favoriser finalement. Le fait de refuser justement de prendre en considération tous ces facteurs de fragilisation qui sont typiquement les facteurs d'élevage intensif des animaux, hein, le fait d'élever des animaux très productifs qui ont été, fragilisés par de la sélection juste au profit de caractéristiques bouchères ou de caractéristiques laitières, en éliminant, globalement, hein, toute, capacité, toute rusticité finalement.
Le fait d'avoir des alimentations, dans ces élevages qui sont complètement en décalage avec la physiologie digestive réelle d'un ruminant, qui est un herbivore, hein, au départ. Le fait sur ces systèmes d'élevage-là, de perdre énormément en termes de biodiversité, qu'elle soit végétale, qu'elle soit en biodiversité, enfin en vie du sol, en biodiversité, en termes de population d'insectes et cetera. Bah, tout ça, ça fait, augmenter aussi du coup, les quantités de vivants dits nuisibles, hein, notamment les insectes piqueurs et cetera. Enfin, tout ça, ce sont des facteurs qui fragilisent énormément les animaux sur les formes d'élevage intensives et qui font que derrière, on est vraiment, dans la nécessité d'intervenir très rapidement pour protéger aussi ces fermes-là. C'est-à-dire que, on va chercher, très rapidement à éradiquer, une maladie qui arrive sur le sol français, une maladie, pour le coup là que la France ne connaissait pas, enfin en dehors, en tout cas, sur la métropole, pour éviter des catastrophes dans des systèmes d'élevage qui sont par définition ultra fragiles, quoi. Carrément, et donc il y a cette volonté de protéger des élevages et donc un système. En fait, c'est un gros micmac entre protéger des élevages fragiles et donc l'économie liée à ces élevages et donc la circulation des animaux entre plusieurs pays, Oui. ce qui fait qu'il faut absolument que la France ait une super bonne note dans la pureté. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais Oui, il y a la question indemne, du statut, effectivement, ouais. ouais, le statut indemne. Et alors qu'en fait, on a tous des virus et des bactéries et des champignons en nous. Personne ne sera indemne ou alors on sera mort, en fait. Donc les élevages, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un peu de maladies qui circulent pour favoriser l'immunité. Alors, c'est difficile avec parler d'immunité. Dans tous les cas, l'acquisition de l'immunité vis-à-vis d'une maladie nouvelle, c'est un processus qui est long. Donc, on est obligé d'avoir des réactions rapides vis-à-vis de l'entrée de ce type de maladie sur le territoire. Mais il faut quand même vraiment questionner à la fois les facteurs favorisants et aussi les conséquences des mesures qui sont prises, en fait. Et ça, c'est très peu fait. Globalement, alors c'est des discussions qu'on peut avoir aussi, avec les éleveurs et les éleveuses, donc en agriculture paysanne avec qui je peux parler de problématiques de santé. Mais on a ces mêmes, problématiques de gestion, ne serait-ce que du risque parasitaire, par exemple, sur des fermes de ruminants avec, des parasites, typiquement, hein, des vers gastro-intestinaux qui nous viennent d'Afrique du Nord, et qui font des gros dégâts sur les troupeaux et on se rend compte que l'approche, très court-termiste de la médecine vétérinaire qui consiste à, fournir, des antiparasitaires, médicamenteux pour traiter l'ensemble du troupeau, plusieurs fois dans l'année si besoin, est une catastrophe à moyen terme. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation énorme de la biodiversité déjà parasitaire, donc avec, une disparition des populations de vers gastro-intestinaux moins pathogènes au profit de ces, super, pathogènes. On a des pollutions environnementales, mais qu'on a vu aussi avec la DNC, puisqu'on utilise des substances qui sont des biocides en fait, hein, donc des substances insecticides ou vermicides qui ont un impact sur les écosystèmes qui est absolument catastrophique, avec des substances qui sont hyper rémanentes dans les animaux, donc qui vont être excrétées pendant des jours et des jours, voire des semaines et des semaines dans l'environnement, dans les boues ou dans les crottes, et puis qui vont avoir une persistance derrière dans les environnements avec une toxicité pour les nématodes du sol, pour les insectes non cibles, type les abeilles, les bourdons, pour tout ce qui est faune coprophage, donc les bousiers, certaines espèces de diptères, pour les acariens du sol, et cetera, et qui ont une toxicité en plus pour les organismes aquatiques. Donc on a vraiment, voilà, ces atteintes environnementales qui viennent en plus remettre en question l'équilibre, des fermes là qui essayent de travailler avec le vivant. Sur ces fermes où il y a pu avoir où il y a pu avoir des dépeuplements, c'est-à-dire des abattages totaux de troupeaux, on a ce sont
pour certaines d'entre elles, des fermes en agriculture paysanne qui travaillent justement sur la sélection des animaux, sur des critères de rusticité, d'adaptation à leur milieu et du coup, le fait de supprimer d'un coup, un troupeau entier, au-delà, évidemment du drame que ça représente, quand on parle de bien-être animal, mais aussi, évidemment du drame humain pour les personnes, hein, qui sont concernées parce que c'est une absolue catastrophe. Au-delà de ça, on vient impacter, tout le travail qui est fait justement sur ces troupeaux pour que, les animaux aient le moins besoin, d'appui, médicamenteux, pour leur santé. C'est des troupeaux sur lesquels on a beaucoup travaillé l'adaptation, au milieu, en fait et l'adéquation entre le troupeau et ce qu'il va pouvoir, consommer, les lieux dans lesquels il va pouvoir pâturer en respectant, le vivant non domestiqué également. Enfin voilà, on est sur des catastrophes et ça représente des atteintes qui sont hyper lourdes, hyper sévères et répétées à l'agriculture paysanne, qui est par définition celle qui prend soin du territoire dans lequel elle se développe, quoi. Voilà, pour moi, c'est vraiment catastrophique, en fait et réellement, je crois que, le fait de dire que, ces mesures de dépeuplement, donc c'est-à-dire d'abattage total puisque voilà, le choix des termes est pas anodin non plus. Ces mesures d'abattage totaux, ces mesures de désinsectisation systématique qu'on a pu enfin cette guerre contre le vivant, hein, globalement qu'on a pu voir aussi dans d'autres maladies, c'est vraiment une source de catastrophe, qui vient encore appuyer le développement de l'élevage intensif au détriment de l'élevage paysan, quoi et ça, c'est hyper problématique. Ce qui se passe est symptomatique d'un discours qui dit qu'il faut qu'il y ait un consensus scientifique absolu, qu'il n'y a pas de discussion s'il n'y a pas de consensus scientifique. Alors qu'en fait, l'agroécologie et le vivant, c'est des consensus qui évoluent chaque jour, quoi. Enfin, en fait, c'est un échange permanent, ce qui est complexe parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça en tant qu'humain, mais en fait, le vivant bouge en permanence. Et du coup, le consensus scientifique aujourd'hui, déjà, la science dit que cette maladie n'est pas ce qui est dit dans les médias, surtout français, parce que cette maladie, elle existe depuis des lustres, elle est documentée depuis des lustres, et puis en France, on en fait tout un pataquès. Donc ça, on pourra en discuter aussi avec Arnaud dans le deuxième épisode. Mais qu'est-ce que tu penses de cette sacro-sainte science, en fait? Bah, à mon sens, vraiment un terme, en fait, qui est utilisé surtout pour décrédibiliser, toute personne qui pourrait vouloir avoir une approche biotique des maladies, en fait. Biotique, c'est-à-dire, dans le respect du vivant, quoi. Ce qui est scientifique, finalement. Et ben, en Si fait c'est biotique, c'est mais bien sûr, scientifique, tu oui, vois. oui, bien sûr, bien sûr. Et après, bon, voilà, on peut se questionner effectivement sur, qu'est-ce que la science, la recherche scientifique et cetera. En tout cas, la science, c'est pas un dogme. La science, c'est, chercher à valider des hypothèses en sachant que peut-être, dans les conditions d'expérimentation, telles qu'on va pouvoir les mettre en œuvre, on peut-être qu'on n'arrivera pas à valider cette hypothèse et c'est du coup d'essayer, de façon différente, par la suite de valider, ces hypothèses qu'on n'a pas pu valider à un moment, quoi. Enfin, c'est très évolutif, en effet. Mais je crois que là, vraiment, ça a été beaucoup utilisé pour décrédibiliser, les gens ont pu questionner, c'est même pas s'opposer, c'est questionner ces, mesures, notamment de dépeuplement, donc d'abattage total, encore une fois, hein, des troupeaux, voilà, ou qui auraient évoqué la nécessité de prendre en compte l'ensemble des interactions du vivant. Parce que voilà, on est enfin, il y a vraiment, on est ouais, dans ce mode-là où dès qu'on vient questionner, on peut être très violemment attaqué, j'ai eu l'occasion d'avoir accès aux vœux du président de l'ordre des vétérinaires, où il s'exprime, de façon très violente et virulente, contre les gens qui ont pu questionner justement, ce qui a été mis en place dans le cadre de la DNC.
C'est assez intéressant parce que alors il va utiliser du vocabulaire, des qualificatifs tels que, bonimenteur, charlatan et cetera. Il va quand même parler du terreau fertile de l'inculture scientifique. Ou encore, et je le cite, hein, «L'obscurantisme gangrène le pays de Pasteur» et ça, je trouve que c'est très, très parlant. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'il l'entendait lui, mais en tout cas, c'est très intéressant de sa part à lui d'évoquer Pasteur, qui était un homme qui certes a, produit des avancées pour notre médecine, mais qui en soi pensait que les êtres vivants étaient stériles et que les microbes étaient tous pathogènes. Donc qui, par définition, avait une conception très antibiotique des maladies, quoi. Donc c'est intéressant de faire, comme ça, d'évoquer comme ça Pasteur et je trouve que ça en dit long sur une certaine façon, d'envisager, la santé et les interactions dans le vivant, quoi. Voilà et puis il y a eu beaucoup de choses aussi, dans la décrédibilisation, non pas seulement, des professionnels de santé vétérinaire qui auraient questionné, mais aussi des éleveurs et des éleveuses, hein, qui, ont été, décrits comme incapables de repérer des signes de maladie, et qui alors qu'ils revendiquaient, justement le droit à surveiller leurs animaux dans le cadre d'un abattage partiel, du troupeau. Donc abattage, uniquement d'animaux symptomatiques. On leur a répondu que, bah, c'était pas possible parce qu'ils étaient pas capables de repérer des signes de maladie ou ils ont aussi, pour certains été accusés, d'être responsables de nouveaux cas en dissimulant des bêtes malades. Ça, c'est l'argument un peu facile, pour, justifier de nouveaux cas, et dire que si, si, les mesures mises en œuvre fonctionnent très bien, mais c'est des éleveurs et des éleveuses qui ont dissimulé des cas et qui ont, relancé, du coup, de nouveaux foyers en fait, de dermatose nodulaire contagieuse. Donc, voilà, bon ça c'est pour moi, c'est aussi, une construction sociétale en fait, hein, qui sépare, des sachants d'un côté et puis des non sachants de l'autre, qui, voilà, qui ne sauraient pas, qui seraient incapables de se faire une opinion valable sur un sujet donné, quoi. En résumé, on peut dire que ce qui se passe illustre la dégradation de la robustesse de notre modèle et même un modèle extrêmement, alors qui cherche la performance mais qui n'est même plus performant puisque les animaux vaccinés tombent malades. Donc là, on en parlera avec Arnaud, mais ça prouve encore une fois qu'on a beau vouloir tout contrôler, bah en fait le vivant est plus fort que tout et va sortir par tous les interstices pour essayer de faire avancer la machine du vivant, quoi. Mmh. Voilà, on peut pas éradiquer en fait quelque chose, ou si ça peut marcher dans certaines situations, peut-être, je suis pas spécialiste, mais c'est extrêmement difficile. On le voit pour les désherbants, par exemple, qui deviennent de moins en moins efficaces. Et du coup, dans ce contexte quand même un peu effrayant, qu'est-ce qui, toi, où est-ce que tu vois une lueur d'espoir, ou est-ce que tu vois justement un terreau fertile ou des graines, un vrai terreau fertile, des graines pour la suite? Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs, auditrices, qui sont comme toi des citoyens, citoyennes, qui ont envie d'œuvrer pour le vivant, après avoir écouté ce podcast, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se sentir un peu acteur ou actrice? Alors où est-ce qu'on voit des lueurs? Et ben, dans l'agroécologie et l'agriculture paysanne, hein, clairement, voilà, même si ça reste, c'est difficile, hein. Je crois que vraiment, c'est difficile d'être, éleveur, éleveuse, paysan, paysanne, dans un tel contexte. Et puis je crois aussi, on est vraiment rendu à un affrontement de 2 visions du monde, en fait, hein, un monde où on pourrait tout contrôler. Et un monde où on accepte de, travailler avec le vivant, quitte à, bah, rencontrer des choses, qui nous sont pas forcément toujours ultra favorables, quoi.
moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir avec quelle belle énergie les éleveurs et les éleveuses sur les fermes paysannes continuent à, à travailler avec le vivant, même malgré tout ce qui peut leur arriver. Et puis, tout le bonheur qu'ils peuvent en retirer, parce que c'est une joie aussi de faire avec et de favoriser aussi, d'aller plus loin que juste son élevage, mais aussi de favoriser le vivant non domestiqué sur sa ferme, de faire des oasis de vie et de biodiversité sur les fermes, quoi. Voilà, la biodiversité de toute façon, on le sait, hein, à la fois on voit bien qu'elle s'effondre, mais on sait aussi que c'est notre porte de sortie de survie et notre facteur de résilience pour la suite. Qu'on soit sur une ferme d'élevage ou qu'on soit juste, un citoyen ou une citoyenne. Enfin sur ce qu'on peut faire, bon de toute façon globalement, hein, l'arbre, c'est notre réponse pour demain. Donc voilà, planter des arbres parce que, c'est, ce qui fait la résilience, de tous nos systèmes vivants, en fait, je crois vraiment. C'est le point d'appui, pour la résilience des systèmes vivants. Il y a aussi des chantiers de plantation sur les fermes, donc c'est un chouette coup de main à aller donner, sur des fermes, en agriculture paysanne, ou d'autres d'ailleurs, hein, parce que voilà, il y a pas que des petites fermes paysannes qui plantent des arbres et c'est tant mieux. Et puis, consommer hyper localement aussi, justement pour ne pas continuer d'alimenter un système qui est basé sur des échanges très loin et qui va aussi conditionner des mesures, de biosécurité et des mesures sanitaires qui vont impacter aussi les petites fermes d'élevage. Donc, il faut vraiment faire vivre ces petites fermes-là en consommant, des produits issus de cet élevage paysan. Et puis voilà, essayer de s'informer, s'informer et puis accepter d'être témoin aussi de ce qui se passe peut-être. Moi je pense beaucoup, justement aux élevages où il y a eu ces où à ces fermes où il y a eu les dépeuplements, donc les abattages totaux de troupeaux. Être là, être témoin et puis faire circuler, les infos sur ce qui se passe dans ces fermes, sur les drames que ça peut être. Je crois que c'est important aussi en tant que citoyen, citoyenne. Ouais. Et pour terminer, en ce moment, il y a je partagerai le lien dans les notes de l'épisode. Il y a un modèle de lettre qu'on peut envoyer. Un appel qui a été publié justement par cette éleveuse, Christelle Record, qui a vu sous ses yeux se faire vacciner des animaux avec des pistolets à bout portant. Donc voilà, c'est quand même c'est ça qui se passe, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager sur ce qui se passe et d'autres messages importants pour toi? Non, je pense que ça va. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais. Le bonheur est dans le vivant. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura informé pour peut-être mettre en mouvement tout votre être vers la régénération du vivant par l'agroécologie. Dans la deuxième partie avec Arnaud, nous abordons les symptômes précis de la DNC, son degré de gravité et comment les animaux guérissent et s'immunisent. Pour aller plus loin, vous trouverez de la bibliographie dans les notes de l'épisode. À tout de suite.